Merci à tous. Rebonjour, on était là ensemble ce matin. Donc, moi, je veux vous remercier M. Midassi pour son invitation. C'est vrai qu'on a communiqué plusieurs fois par mail depuis quelques mois. Je suis ravie et très fière d'être parmi vous. Pour moi, c'est la première fois que je viens en Tunisie dans le cadre d'un congrès médical. J'ai eu l'occasion de venir dans les autres pays voisins. Je suis frappée par la chaleur de votre accueil. Et voilà, donc j'espère vous présenter quelque chose qui va être assez didactique. Bon, c'est un peu le postprandial, donc j'espère que je ne vais pas vous endormir. Et j'ai un sujet qui est quand même assez vaste, puisque quoi de neuf en stimulation d'ovulation en FIV, il y a des choses à dire. Bien, donc on va commencer sans tarder. Alors je crois que ce qui fondamentalement a peut-être évolué depuis un certain nombre d'années dans la stimulation d'ovulation, c'est de placer le patient au centre de la prise en charge et particulièrement le patient pour que les traitements qu'on lui administre soient safe. Donc, et la première des choses, c'est de limiter les risques d'hyperstimulation ovarienne. Il n'est plus concevable à l'heure actuelle que dans un centre de fécondation in vitro, on ait des hyperstimulations sévères, graves. Vous savez qu'il y a des décès, il y a des complications, et donc on ne doit plus, parce qu'on a les moyens d'éviter les syndromes d'hyperstimulation ovarienne, donc il ne faut plus que ça arrive. Et s'il y a bien quelque chose que je veux bien qu'on admette à l'heure actuelle, c'est que tout ça soit absolument éliminé de l'ensemble des centres de fécondation in vitro. Donc on y concourt largement. Maintenant, dire qu'il n'y en a plus du tout, ce serait comme sans doute un peu excessif. Enfin voilà. Donc clairement, tout ce que je vais dire maintenant va s'orienter autour du risque, de la diminution du risque de l'hyperstimulation ovarienne. Alors donc on va voir en termes de stimulation, en termes de monitorage ce qui a pu changer, en termes bien sûr de déclenchement de l'ovulation, puisque maintenant on sait qu'on peut déclencher l'ovulation de différentes façons. Je vais rester très, très sobre sur le sujet qui consiste le transfert fait au transfert congelé, puisque ce sera l'objet d'une autre présentation. Alors, en termes de stimulation d'ovulation, je crois qu'il y a des publications qui ont été assez importantes et assez fortes. Et voilà, ce qu'on sait maintenant, c'est que quand on fait une stimulation d'ovulation en vue d'une FIV, eh bien, on a un nombre d'ovocytes optimum qui doit être à obtenir, dans la mesure du possible, bien évidemment, qui va se situer aux alentours de 15 ovocytes. Voilà. Alors, évidemment, quand on obtient 15 ovocytes, comme vous pouvez le voir ici, quand on augmente le nombre d'ovocytes, en fait, on ne gagne pas tellement en termes de grossesse. Par contre, en termes de risque, eh bien, comme vous allez le voir, c'est plus important. Alors, bien évidemment, il faut aussi bien avoir à l'esprit que 15 ovocytes, ce n'est pas la même chose chez une femme qui a 40 ans que chez une femme qui en a 28. Donc, bien sûr, tout ça doit être à moduler. Mais enfin, déjà, objectif, environ 15 ovocytes. Alors, pardon, je me trompe de sens. Alors, pourquoi est-ce qu'on a défini ce 15 ovocytes? Eh bien, parce que, vous voyez que quand on est dans ce seuil-là, eh bien, vous n'augmentez pas tellement plus les chances de grossesse si vous êtes au-dessus. En revanche, vous augmentez beaucoup votre risque d'hyperstimulation ovarienne. Alors, comment est-ce qu'on évalue la réserve ovarienne? Donc, je pense que ça, c'est déjà tout à fait acquis, mais je vous ai remis ce papier d'Antonio Lamarca, là, qui date maintenant de 2010. Comme vous le savez, la réserve ovarienne, on l'évalue avec possiblement le dosage de l'AMH. Comme vous le savez, maintenant, il y a un test automatisé du dosage d'AMH. On va en dire un mot par rapport à une autre étude qui rend les choses beaucoup plus simples maintenant. Et puis, la deuxième chose, c'était le compte des follicules en trop. Donc, qui consiste à mesurer, plutôt en début de cycle, le nombre de petits follicules entre 3 et 9 mm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre? Est-ce que l'AMH, c'est mieux que l'AFC? Enfin, grosso modo, c'est très bien. Il y a juste l'élément, c'est que clairement, il y a une différence interopérateur du nombre de follicules en trop, alors que l'AMH, c'est un dosage, donc il est le même pour tous. Et que en ce qui concerne la réserve ovarienne, lorsque vous avez un nombre de follicules très important, comme dans l'ovaire polykystique, c'est déraisonnable de dire que vous arrivez à tout comptabiliser. Alors maintenant, il y a des logiciels qui permettent de le calculer. C'est encore un petit peu à l'état embryonnaire, même chez nous. Là, on vient d'acquérir le nouveau logiciel pour le compte des follicules en trop, de façon automatisée. Mais bon, ça reste un petit peu compliqué. Donc l'AMH, c'est meilleur quand il y a beaucoup de follicules. Alors, ensuite,
Mince, j'ai tendance à me tromper de feuille. Alors maintenant, donc, quelle est la classification maintenant des patientes selon le nombre d'ovocytes? Eh bien, ça, c'est un papier du groupe belge. Comme vous verrez, je vais présenter beaucoup de choses qui ont été faites en Belgique, parce que beaucoup de choses ont été faites en Belgique, et parce que j'ai, à titre personnel, une assez grande proximité avec l'équipe belge. Donc, il est défini que la population des faibles répondeuses, c'est de 1 à 3 ovocytes. La population des patientes suboptimales, c'est de 4 à 9 ovocytes. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que souvent, une suboptimale, une dame chez qui vous avez obtenu 4 ou 9 ovocytes, et bien, si vous optimisez votre stimulation, vous allez peut-être réussir à faire mieux. Une femme qui a une très faible réserve ovarienne, vous aurez beau avoir fait tout le protocole que vous voulez, probablement vous n'améliorerez pas tellement sa réponse. Donc, les suboptimales, c'est une population qui nous intéresse. La population optimale, on l'a dit, c'est 10 à 15 ovocytes, et supérieur à 15 ovocytes, c'est une hyper-répondeuse. Alors maintenant, en termes de quel protocole est-ce qu'on utilise? Alors, fondamentalement, et là, les Belges ont été quand même extrêmement importants sur le plan européen, mondial, pour dire que on devait faire un switch des protocoles agonistes longs vers les protocoles antagonistes. Et Paul Devreux, en 2009, qui est mon mentor, je dois le dire, avait fait ce papier qui était tout à fait collaboratif, puisque vous voyez, il y avait toutes les plus grandes équipes européennes, étaient plus M. Aboulgar, l'Égyptien que vous connaissez sûrement, pour faire ce papier collaboratif. Il faut changer, il faut arrêter de faire du protocole long, il faut faire du protocole antagoniste. Et disons que moi, dans mon centre à Rennes, on a été un des premiers centres français à vraiment se mettre à faire des protocoles antagonistes un petit peu avant les autres. Alors par contre, quand on fait un protocole long agoniste, là je vous ai mis le protocole classique long agoniste, où on fait une désensibilisation, et puis ensuite on stimule. Vous voyez, le protocole, il est relativement long. Et si maintenant on fait des protocoles antagonistes, c'est quand même bien plus court, bien plus simple pour les dames. D'ailleurs, on voit sur cette plaque que l'acceptabilité des protocoles plus simples est souvent meilleure, et que donc il n'y avait pas de raison de ne pas changer, de ne pas évoluer des protocoles agonistes vers les protocoles antagonistes. Il y avait Bart Fauser qui disait régulièrement que si les protocoles antagonistes avaient commencé avant les protocoles agonistes, on n'aurait jamais fait de fécondation in vitro en faisant des suppressions, enfin des down regulations chez des patientes. On aurait d'emblée usé les antagonistes. Mais c'est parce que chronologiquement, les agonistes sont arrivés avant qu'on a fait les agonistes. Donc, restait à convaincre la population que ça marchait aussi bien. Et donc, il a fallu attendre un temps certain pour mettre en évidence qu'en termes de naissance vivante, effectivement, on faisait aussi bien en utilisant des protocoles antagonistes que des protocoles agonistes. Donc, vous voyez ce papier de 2014, vous voyez, donc c'est relativement récent, qui, en termes de naissance vivante, le confirme. La méta-analyse a été aussi refaite dans le cadre de la Cochrane. Et il faut bien reconnaître que le groupe d'Al-Inani, qui est donc le groupe du Caire, avait publié beaucoup de méta-analyses avant où ils trouvaient de meilleurs résultats avec les agonistes longs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés à changer les mentalités et à passer effectivement au protocole antagoniste. Alors, le problème des protocoles antagonistes, en tout cas, moi, ce qui m'avait semblé initialement très clair, c'est que quand vous faites une stimulation d'ovulation, vous freinez la patiente, puis après vous la stimulez, vous commencez quand vous voulez votre stimulation. Donc en fait, c'était très facile à utiliser pour programmer l'activité, pour tout ça. Les protocoles antagonistes, classiquement, commencent avec les règles, donc J1 ou J3, J2, J3 du cycle. Donc la programmation n'est pas du tout facile. Et moi, dans mon centre, nous, on fait 1000-1400 ponctions par an. J'avais un laboratoire qui n'était pas très très chaud pour qu'on passe aux antagonistes en commençant n'importe quand, puisqu'à ce moment-là, ça voulait dire qu'on ponctionnait le samedi, le dimanche, enfin bref. Donc ça devenait un petit peu compliqué. Donc effectivement, on a été les premiers à publier le fait que si on mettait des œstrogènes en fin de phase lutéale, qu'on continue les œstrogènes pendant les règles et qu'on l'arrête finalement le jour où on veut commencer la stimulation. Donc en clair, on commence l'œstradiol 3 à 5 jours avant la date théorique des règles, on continue l'œstradiol pendant les règles, on arrête, on fait un jour de wash-out et ensuite on commence la stimulation. Donc en fait, on peut programmer l'activité de façon aussi simple que quand on faisait les protocoles longs. Donc, alors, j'avais publié ce papier, j'avais eu l'occasion de rencontrer Paul Devreux à ce moment-là, qui m'a dit « Je trouve que votre idée est très bonne, donc je vais vous aider ».
Donc ça a été effectivement, il m'a aidé assez très clairement, puisque en 2012, Christophe Bloch, il était le premier enfin le premier, comment dire, oui, et donc il a publié, enfin, donc l'équipe de Devreux a confirmé le fait que ça fonctionnait de programmer par le Stradiol. Et ensuite, nous avons fait avec l'équipe de Bondy, enfin, une étude multicentrique française, où on a effectivement confirmé qu'en programmant avec le Stradiol, on faisait aussi bien que si on ne programmait pas. Alors, je ne nie pas qu'on peut aussi programmer avec la pilule, hein, ça c'est clair. La question, et c'est un débat qui est toujours d'actualité, est-ce que c'est aussi bien de programmer par le Stradiol ou par rapport à la pilule? Comme vous le savez, il n'y a pas encore d'études randomisées bien faites qui comparent estradiol et pilule, parce qu'il n'y a qu'une seule étude, c'est seulement 50 cycles, donc c'est trop peu. Je ne désespère pas que l'étude soit faite, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments de réponse. Mais il y a quelques éléments qui disent que la pilule, c'est probablement moins bon par rapport à la non-programmation. Donc, nous, on préfère en tout cas faire la programmation avec l'estradiol. Bien, donc ça c'est pour le chapitre quelle molécule on utilise, quel protocole on utilise. Maintenant, juste 2 mots, parce que je ne sais pas si vous avez dans votre pays ces deux molécules. Nous, la première, on l'a, c'est l'Elonva, qui est distribuée par MSD, qui est une FSH de long acting. Et la deuxième, c'est une molécule qu'on n'a pas encore en France, mais comme vous le verrez, on a participé à l'essai qui va être faite par Ferring. Donc il y a une originalité pour ces molécules-là. Donc est-ce que vous avez Elonva? Non, vous ne l'avez pas encore. Donc l'Elonva, c'est une molécule assez originale, puisque en réalité, elle a une activité qui dure 8 jours. Vous faites une injection de FSH, vous avez une activité qui dure 8 jours. Vous mettez un antagoniste. Alors, initialement, dans la publication initiale, c'était au 5e jour, mais en réalité, on la commence au 6e jour. Et ensuite, on rajoute généralement 2 ou 3 jours de FSH. Et puis, on déclenche ovulation. Alors, comme vous le voyez, c'est une molécule qui a été modifiée. Parce qu'on a pris un petit bout de l'HCG, la partie terminale de l'HCG, qu'on a rajouté à la bêta-unité de la FSH. Et ça fait un produit qui a une demi-vie de 69 heures. Donc, évidemment, rien à voir avec la molécule, enfin, la demi-vie du purégon classique. Voilà donc pour la corytropie-folitropine alpha. Et donc, elle a ceci de particulier, c'est qu'en réalité, vous donnez 100 microgrammes pour les femmes qui font moins de 60 kg et vous donnez 150 microgrammes pour les femmes qui font plus de 60 kg. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. C'est comme ça que ça marche. Alors, l'indication de l'Elonva, c'est les femmes qui ont une réserve ovarienne normale. Alors, il y a eu beaucoup d'études, enfin un certain nombre d'études faites avec la coryfolitropine alpha. Je vais pas détailler, mais pour dire que à l'heure actuelle, on considère que l'Elonva, ce produit, peut tout à fait intervenir dans l'arsenal thérapeutique et que son efficacité est équivalente aux autres produits. Alors, juste pour la petite histoire, nous, on s'intéresse actuellement, on a une étude randomisée qui est en cours pour l'utilisation de l'Elonva chez les mauvaises répondeuses, parce que l'Elonva a une cinétique qui est assez particulière, c'est-à-dire que ça stimule très fort d'abord, et puis après ça fait un plateau. Donc en termes de recrutement des follicules quand il y a une faible réserve, c'est peut-être tout à fait intéressant. Et en particulier, donc comme on a aussi travaillé donc sur l'œstradiol, je vous l'ai dit, en pré-traitement, on pense en plus que l'œstradiol en pré-traitement, ça harmonise les follicules qui sont possiblement désorganisés chez les femmes qui ont des faibles réponses. Donc voilà, on fait un travail là-dessus. Le deuxième produit, c'est commercialisé par Ferring. Ferring sort cette molécule qui est déjà sortie dans un certain nombre de pays. Cette FSH, elle a la particularité d'être issue d'une lignée humaine de recombinaison génétique. Et ce qui est particulier dans cette molécule, c'est qu'elle va être utilisée différemment en fonction du taux d'AMH des patientes. Donc, il y a une étude Esther qui a été publiée. Donc, on a comparé ce produit à un dosage fixe de gonadotrophine. Alors, donc, on dosait l'AMH selon la technique Eclesis, ou alors en fait elle a 2 noms, c'est pour ça que je me trompe. Donc, qui est distribué par Roche. Vous dosez l'AMH aussi avec Roche ici. Donc, maintenant vous avez le dosage automatisé. Donc, c'est Eclia ou Eclectis, c'est pour ça. Et donc, voilà, c'était comparé à
donc à une dose fixe de 150 unités de gonadotrophine. Alors voilà, ça a été fait dans un certain nombre de pays. Alors la France y a participé. Alors j'ai eu la chance, enfin on a eu la chance dans notre centre de participer parce qu'on fait, pour toute la petite histoire, les contraintes administratives sont telles en France que en fait les CHU n'ont pas pu participer. Moi qui travaille dans un centre qui n'est pas universitaire, en fait on a obtenu les autorisations plus tôt et c'est pour ça qu'on a réussi à participer à cet essai. Donc, vous voyez que pour cette molécule-là, effectivement, eh bien, si l'AMH est inférieur à 15, donc 15 en picomol, ça fait 7, il faut diviser par 7, donc c'est environ 2, eh bien, vous donnez 12 microgrammes. C'est indépendant du poids. Si votre AMH est élevé, ensuite, votre dosage, il est fonction, le dosage que vous donnez, il est fonction du taux d'AMH. Donc, c'est pour limiter les risques d'hyperstimulation. Et vous voyez qu'en termes de résultats, eh bien, vous voyez que dans les valeurs basses, comme dans les valeurs hautes d'AMH, eh bien, on a obtenu plus souvent la cible de 8 à 14 ovocytes. Et comme je vous disais en démarrage que l'idéal, c'est d'essayer d'obtenir aux alentours de 15 ovocytes pour toutes les patientes, ce type de molécule permet manifestement d'être plus facilement dans les clous, si j'ose dire. Et donc, de la même façon, il y avait eu moins de problèmes d'hyperstimulation chez les patientes qui avaient reçu la nouvelle molécule. Alors maintenant, un petit mot juste sur le monitoring de la progestérone en phase folliculaire, qui est aussi quelque chose qui a fait partie de beaucoup de débats. Il y a beaucoup de publications, beaucoup de discussions. Enfin, les choses ne sont pas tout à fait établies, mais ou alors elles sont clairement établies, mais c'est encore discuté. Il y a eu un papier en 2010 d'Ernesto Bosch qui a dit: si la progestérone est supérieure à 1,5 le jour du déclenchement de l'ovulation, il ne faut pas transférer en frais parce que sinon on a un taux de grossesse qui va considérablement chuter. Donc c'est 1,5. Alors, ce 1,5, il est l'objet de pas mal de controverses. Et vous voyez le nombre de papiers qui disent oui, mais est-ce que 1,5 c'est bien, est-ce que 1,5 c'est pas bien? Enfin, toujours est-il que, là, il y a un papier toujours de l'équipe belge qui dit que, en fait, c'est peut-être pas bien quand c'est supérieur à 1,5, mais c'est pas non plus bien si c'est trop bas, si la progestérone est trop basse le jour du déclenchement. Et nous avons fait, on a présenté ça à l'Echereux cette année. On a regardé aussi la progestérone en début de phase folliculaire. Et on s'est rendu compte que pareil, si on a une progestérone qui sort d'une certaine cible, entre 0,2 et 0,8, eh bien, ce qui représente à peu près 21% des cycles, eh bien, vous avez 28% de naissances en moins. D'autres termes, c'est la progestérone, elle est trop élevée. Dès que vous démarrez la stimulation, déjà, c'est délétère. Et si c'est trop bas aussi. On a fait le même présentation, donc toujours qui a été présentée aussi à l'Echereux cette année. Et donc, pour la progestérone en fin de phase folliculaire, le jour du déclenchement, vous voyez que l'optimum de progestérone, il est entre 0,5 et 1,1. Et si on sort de cet intervalle, eh bien, on a trouvé qu'on avait une baisse de 34% des naissances et que ça représente 33% des effectifs. Donc, visiblement, 1,5, c'est juste un peu probablement arbitraire. Autre sujet, le déclenchement par agoniste du GnRH. Donc clairement, lorsque on déclenche par HCG, on a une molécule qui a une demi-vie qui est très longue et ce qui contribue au risque d'hyperstimulation ovarienne. Si on déclenche avec un agoniste du GnRH, donc il va faire un flare-up, on a un produit qui a une demi-vie qui est beaucoup plus courte et donc c'est même par rapport au cycle naturel. Et donc, ayant un produit qui a une demi-vie plus courte, eh bien, on a un risque d'hyperstimulation qui va être moindre, puisque à chaque fois que vous faites la pathogénie de l'hyperstimulation ovarienne, vous voyez que la stimulation multifolliculaire, mais surtout l'HCG, sont très responsables du phénomène d'hyperstimulation ovarienne. Et que donc, je passe vite, tous les marqueurs sont augmentés lorsqu'on déclenche le VEGF, enfin tous les enzymes lorsqu'on déclenche par l'HCG versus l'agoniste. Alors, est-ce que en termes d'hyperstimulation, il y a une grande différence? Alors, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Quand vous déclenchez par agoniste, vous n'avez plus d'hyperstimulation ovarienne. C'est très significatif pour l'ensemble des cycles. En revanche, est-ce que vous obtenez autant de grossesse? Alors, juste, excusez-moi. Donc, vous avez donc beaucoup moins d'hyperstimulation. En revanche, ce que vous avez quand vous déclenchez par un agoniste, c'est que vous avez une phase lutéale qui est altérée.
Et si vous avez, parce que vous avez un gros déficit en LH, parce que vous avez une stimulation qui est multifolliculaire et que vous avez des taux de stéroïdes qui sont élevés, donc ça inhibe le feedback et donc vous avez un déficit. Et donc en termes de naissance, par contre, lorsque vous déclenchez par un agoniste du GnRH et que vous transférez en frais, eh bien vous avez un taux de grossesse qui est inférieur. Alors que chez les donneuses d'ovocytes qui ont été déclenchées par un agoniste, le transfert n'est pas fait chez elles, donc ça n'impacte pas le taux de grossesse. Donc on a un problème avec la phase lutéale. Et donc si on a un problème avec la phase lutéale, eh bien on fait ce que Paul Devreux appelait le OHSS free clinic, c'est-à-dire que eh bien on segmente la FIV, on stimule, on déclenche par un agoniste et on fait un transfert différé en vitrifiant l'ensemble des embryons, ce qui est une façon très simple de ne pas avoir d'hyperstimulation et de ne pas non plus avoir un défaut de grossesse puisque ça marche moins bien. Alors, je vais parvenir, ça c'est le papier de Christophe Blockil qui résume les avantages et les inconvénients du Freezole. Donc, on déclenche tout et on diffère. Alors, je vous donne juste en 2 mots mon idée du Freezole. Pour le transfert différé, il faut une technique de vitrification qui soit maîtrisée, ça c'est très clair, ce n'est pas le cas de l'ensemble des labos. Si on n'a pas de risque d'hyperstimulation ovarienne, donc ça c'est très très bien. On a une réceptivité endométriale qui va être bonne puisqu'elle sera faite en différé. On a une réduction des grossesses extra-utérines et on aurait aussi des enfants qui sont en meilleure santé. Donc beaucoup d'arguments pour faire le déclenchement différé. Alors par contre, il y a aussi quelques éléments qui sont contre le transfert différé systématique. C'est qu'il faut faire l'éducation des patientes. Les femmes, elles ont un transfert, elles ont une ponction, elles ont envie d'avoir un transfert directement parce qu'elles ont envie d'être enceintes très très rapidement. Et on a beaucoup du mal à leur dire, mais non, on va congeler, c'est mieux pour vous, ça va être plus sécure, on va vous transférer après. Il y a aussi un problème de coût qui est clairement, ça coûte cher de la vitrification, c'est le matériel est cher, en termes de personnel aussi. Et qu'on peut, on peut aussi faire un soutien de la phase lutéale renforcée, ce qui a été décrit par Peter Humayden. Donc, on peut faire un petit peu autrement. Et pour le transfert différé systématique, il manque encore un certain nombre d'études, mais ce sera le sujet du topo suivant. Donc, je craignais d'être prise par le temps parce qu'on m'a dit que j'avais 5 minutes de moins. Donc, en conclusion, je pense que maintenant, on a défini à peu près ce qui est la stimulation optimale avec un nombre d'ovocytes cibles qui, à chaque fois qu'on peut, doit être aux alentours, on va dire, de 15 ovocytes à peu près. Que les protocoles se sont largement simplifiés, qu'il faut faire des protocoles antagonistes, ça, il n'y a pas de problème. Qu'on a des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché, qui sont de simplicité, avec une grande simplicité d'utilisation. Qu'on doit être dans la sécurité, ça je le redis. Il ne faut plus qu'il y ait d'accidents liés aux hyperstimulations ovariennes d'une femme qui veut seulement avoir un enfant, quand même. Voilà. Et donc, le déclenchement par agoniste va prendre du terrain, va prendre la proportion de déclenchement par agoniste va être beaucoup plus important. On va faire plus ou moins des transferts frais associés au protocole agoniste. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que je fais un topo sur la phase lutéale tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, le Freezole, mais c'est le sujet d'après. Je vous remercie.